Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir quel est le vrai risque quand on investit en bourse, pourquoi c'est pas celui qu'on entend le plus souvent, et puis ce qu'on peut faire pour y remédier. Donc ce qui est souvent donné même comme synonyme du mot risque en investissement en bourse, c'est le mot volatilité, et surtout même dans le domaine académique, donc il y a des chances que si tu fait des études de finance, on t'ait donné ça comme définition du risque en investissement en bourse, donc la volatilité, mais pourtant le vrai risque, il n'est pas là. Et tu peux peut-être te dire que je suis pas bien placé pour dire que les personnes qui ont fait ces théories financières-là se trompent, mais c'est aussi quelque chose qui est partagé par tous les meilleurs investisseurs. Par exemple, en ce moment, je lis le livre sur Charlie Munger pour Charlie's Almanac, donc le livre qui répertorie différents talks qu'il a fait. Et dedans, il passe son temps à parler du fait que ces théories, elles sont souvent fausses, donc le fait d'utiliser la volatilité comme synonyme de risque, mais aussi la théorie des marchés efficients, etc. Et puis tu vas voir aussi que, quand je vais expliquer, ça paraît finalement logique, parce que la volatilité, c'est uniquement un risque à court terme, mais comme on est des investisseurs long terme, le risque qui est lié à cette volatilité, il disparaît. Et donc pour nous, en tant qu'investisseurs long terme, la volatilité qu'il peut y avoir à court terme, elle est uniquement source d'opportunités plutôt que de risque. Donc maintenant, on va voir ce qui me fait dire ça. Donc déjà, la volatilité, c'est simplement l'amplitude et la fréquence de variation. Donc ici, j'ai pris le graphique du S&P 500 sur les 30 derniers jours. Et donc, on voit qu'on a le 4 novembre, le S&P 500 était à 5712 dollars. Quelques jours après, 4 jours après, il est passé à 5995. Quelques jours plus tard, il est redescendu à 5870. Donc voilà, ces variations, c'est ça qu'on appelle la volatilité. Et en bourse, on va en avoir pas mal. Et donc maintenant, pourquoi est-ce que je dis que ces variations-là, ce n'est qu'un risque à court terme? Donc pour ça, on va regarder ce tableau, qui est, je trouve, un des tableaux les plus, enfin une des données en fait les plus importantes à connaître, enfin en tout cas à avoir conscience quand on investit en bourse. Donc là, c'est le S&P 500 entre 1926 et 2015, et on a différentes périodes de temps. Donc daily, donc c'est chaque jour, quarterly, donc les trimestres, chaque année, chaque période de 5 ans, période de 10 ans, période de 20 ans. Et pour chacune de ces périodes, ça va nous dire quelle est la proportion de ces périodes pendant lesquelles le S&P 500 a été en hausse, donc à performance positive, et quelle est la proportion pendant lesquelles la performance a été négative. Et donc on voit qu'il y a eu 54% des journées de trading entre 1926 et 2015 où la bourse a une performance, enfin où le S&P 500 a une performance positive, et 46% où elle a eu des performances négatives. Mais si maintenant on allonge l'horizon de temps et qu'on regarde par exemple tous les trimestres, il y a 68% des trimestres entre 1926 et 2015 où le S&P 500 a une performance positive et 32% des trimestres où la performance a été négative. Et on voit que plus on allonge l'horizon de temps, plus le pourcentage de périodes à performance positive augmente jusqu'à atteindre les 100% de périodes de 20 ans où la performance a été positive. Donc toutes les périodes de 20 ans entre 1926 et 2015, donc ils ont regardé entre 1926 et 1946, entre 1927 et 1947, entre 1928 et 1948, etc. Et bah à horizon 20 ans, il n'y a eu absolument aucune période pendant laquelle le S&P 500 a une performance négative. Alors ça s'explique d'une manière logique simplement que le prix du S&P 500 il dépend de deux variables, l'évolution des bénéfices des entreprises qu'il compose et ensuite les valorisations qu'on va donner à ces bénéfices. La valorisation qu'on va donner à ces bénéfices, c'est par exemple on va dire à un moment donné les entreprises du S&P 500 elles méritent 20 fois leurs bénéfices. Donc par exemple une entreprise qui fait 1 milliard de bénéfices par an sera valorisée dans ce cas-là à 20 milliards de dollars. Mais des fois, les entreprises de S&P 500, elles seront à 10 fois leurs bénéfices, des fois à 30 fois. Ça dépend principalement de la psychologie des investisseurs à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui varie beaucoup et qui fait qu'on peut avoir justement des périodes à performance négative. Mais ce qui fait que plus l'horizon de temps est long, plus la performance a de chances d'être positive, c'est que l'autre variable, à part les multiples de valorisation, c'est l'évolution des bénéfices qui, elle, sera toujours croissante, puisque si une entreprise a des trop mauvais résultats, elle va peser moins lourd dans le S&P 500, voire même sortir du S&P 500. Et donc globalement, les bénéfices des entreprises qui composent le S&P 500, elles continuent à croître. Et c'est ce qui fait que malgré les variations de valorisation qu'on peut avoir au fur et à mesure du temps, à long terme, on finira par être en positif. Et donc ce tableau nous montre bien que la volatilité, c'est uniquement un risque à court terme, puisqu'il y a en gros un jour sur deux où le cours du S&P 500 va monter, et un jour sur deux où le cours du S&P va baisser. Et donc, si quelqu'un, par exemple, fait du day trading, ou bien simplement si on n'est pas prêt émotionnellement à vivre cette volatilité, et ben dans ce cas-là, ça peut être un risque, si par exemple on vend suite à une mauvaise journée. Mais si on sait que la bourse, c'est mieux de le faire, enfin l'investissement en bourse, c'est mieux de le faire à long terme, alors dans ce cas-là, la volatilité, ce n'est plus un risque. Et au contraire, on peut utiliser cette volatilité comme opportunité pour acheter des bonnes actions moins chères quand les autres investisseurs sont en dépression. Donc ça c'est bon pour la volatilité. Donc c'est uniquement un risque à court terme et quand on est investisseur long terme, le risque qui est associé disparaît. Maintenant donc quel est le vrai risque quand on investit?
En fait, c'est assez intuitif, c'est simplement le risque de perte, donc le risque de perdre de l'argent. Et il y en a un deuxième, c'est le risque de coût d'opportunité, donc le fait de se rendre compte qu'on aurait gagné plus en investissant dans une autre action ou même dans un autre actif, ou en investissant par exemple dans un ETF du S&P 500. Et donc pour s'en protéger, je pense qu'on peut faire une grosse partie du travail, voire la majorité du travail, avec quelques critères simples. Donc déjà un critère que je me suis appliqué, c'est de ne jamais utiliser d'effet de levier. L'effet de levier, ça ouvre quand même une opportunité à une perte totale de ton capital. Et ensuite, on peut regarder quelques critères au niveau des finances de l'entreprise en question. Donc si on reste sur l'idée d'éviter déjà la perte totale sur une action, donc pas d'effet de levier. En deuxième critère là-dessus, je mettrais prendre des entreprises qui ont peu de dettes. Donc c'est pour ça que parmi mes 6 critères, il y en a un qui concerne la dette. Par exemple, dans ce cas-là, on voit que Apple peut rembourser toute sa dette en moins d'1 an de son free cash flow. Puisque si l'entreprise a peu de dettes, ça permet de se protéger du risque de faillite. Si je regarde par exemple là Apple. Alors Apple, c'est peut-être pas le meilleur, c'est pas l'exemple le plus flagrant, parce qu'ils ont de la dette, simplement qu'ils ont un free cash flow qui est suffisant pour la couvrir. Un exemple encore plus flagrant, par exemple, c'est Google, qui a seulement 7 milliards de dettes, alors qu'ils font de free cash flow sur une année, 70 milliards en 2023. Donc on sait que sur Google, il n'y aura pas de risque de faillite, ce qui est déjà pas mal pour éviter un risque de perte de son capital. Donc pas d'effet de levier, pas de dette, et pour moi le troisième critère important pour déjà éviter les plus grosses erreurs, c'est de prendre des entreprises qui sont rentables, donc des entreprises qui génèrent du free cash flow. Le free cash flow qu'on trouve dans flux de trésorerie, tout en bas, par exemple en 2023 ici, on voit que Google a généré 69 milliards de dollars. C'est avec ça qu'ils peuvent faire des acquisitions, qu'ils peuvent réinvestir, qu'ils peuvent nous verser des dividendes, qu'ils peuvent racheter leurs propres actions, qu'ils peuvent aussi rembourser leurs dettes. Mais il y en a plein qui ne le sont pas et sur lesquels je ne m'aventurerai pas. On va prendre un petit exemple, peut-être Snapchat. Si je vais là, dans flux de trésorerie. Alors voilà, on voit que la plupart des dernières années ont été négatifs, donc pas rentables. Là, il y a quelques années en positif depuis 2021, mais je pense qu'il y a un piège par lequel on peut se faire avoir. C'est que là, en rémunération en action, ils ont 1,3 milliard de dollars sur une année, ce qui est largement supérieur au free cash flow. Donc en gros, les rémunérations en action, c'est quelque chose qui est toujours réintégré au free cash flow, mais donc ça peut fausser le free cash flow. Et donc comme là, ils font seulement 35 millions ici de dollars de free cash flow, mais qu'ils ont pour 1,324 milliard de rémunération en action, en réalité, c'est une boîte qui n'est pas rentable. Donc voilà le genre de boîte que j'évite. Donc déjà, je pense qu'avec ces 3 critères-là, on réduit énormément, voire je pense qu'on doit réduire de au moins 95% les chances de perdre tout son argent sur une action, et ensuite pour réduire les chances de perdre une partie de son argent, et aussi pour réduire les chances de gagner moins que si on avait investi sur un ETF du S&P 500, donc pour réduire les chances d'avoir un coût d'opportunité. On peut rajouter quelques autres critères, et pour trouver ces critères, c'est pratique de penser en inversant, donc de se demander si je veux trouver le pire investissement, la pire action, quels sont mes critères pour la trouver. Donc comme on vient de le voir, je dirais une entreprise qui est super endettée, ce sera un critère. Ensuite une qui est pas rentable, donc qui perd de l'argent. Donc tiens, on va reprendre l'exemple de Snapchat, puisque c'est plus parlant pour cet exemple-là. Donc voilà, je prendrai une entreprise qui est super endettée, une entreprise qui n'est pas rentable, donc ici sur Gram, sur l'onglet qualité, ça se voit par un free cash flow qui ne peut pas être calculé, par exemple, mais ici donc on voit des free cash flow négatifs, et en plus des rémunérations en action, qui font que même quand on peut croire que c'est positif, en vrai ça l'est pas. Ça se voit aussi quand on a un ROCE qui est négatif. Donc un ROCE, c'est le retour sur investissement interne de l'entreprise, en gros, quand elle réinvestit. Donc entreprise super endettée, entreprise pas rentable. Je prendrai aussi une entreprise qui est en décroissance. Là, j'ai pas d'exemple sous le coude, mais je regarderai donc la croissance du chiffre d'affaires. Et donc si on cherche la pire action, elle serait en baisse. Et donc si on inverse et qu'on veut un critère pour acheter des bonnes actions, et ben je prendrai un chiffre d'affaires qui est en hausse. Ensuite, pour trouver la pire action, je prendrai aussi une entreprise qui dilue ses actionnaires, donc une entreprise qui augmente le nombre d'actions. Et donc c'est pour faire en sorte que la proportion du business que tu possèdes, et ben, au fur et à mesure du temps, elle diminue. Donc c'est le cas par exemple de Snapchat qui dilue ses actionnaires depuis 2015. On a ici le nombre d'actions qui augmente. Ensuite, un autre critère pour trouver la pire action, je prendrai une entreprise qui a des très faibles marges, dans le cas où elles sont positives, ce qui n'est même pas le cas pour Snapchat. Mais par exemple, un bon exemple de ça, ça peut être quoi Carrefour. Voilà, Carrefour qui a en moyenne une marge de 2,7% sur son free cash flow, donc ce qui est très faible. Il peut y avoir quelques rares exceptions sur cette histoire de marge, mais voilà, globalement, en général, c'est mieux de se passer des boîtes qui ont des marges très faibles comme ça. Et en dernier critère, si je voulais trouver le pire investissement,
ce serait une entreprise qui est très chère, qui est très surévaluée. On va prendre par exemple Broadcom en ce moment. Et pour ça, je regarderai donc le ratio price sur free cash flow et je ferai en sorte qu'il soit à la fois élevé par rapport aux fondamentaux de l'entreprise, à la fois élevé par rapport aux valorisations qu'elle a eues par le passé et aussi élevé par rapport à la concurrence. Exemple ici avec Broadcom qui est valorisé à 41,3 fois son free cash flow, ce qui déjà est élevé pour à peu près n'importe quelle entreprise, hein. Mais en plus, il n'y a même pas un an, ils étaient valorisés à 19,7 fois leur free cash flow. Et historiquement, ils sont plutôt, on va dire plutôt autour des 15 fois leur free cash flow. Et donc maintenant qu'on a les bons critères pour faire le pire investissement possible, il ne nous reste plus qu'à les inverser. Et donc à se dire que pour réduire donc son risque de perdre de l'argent en bourse et d'avoir des gros coups d'opportunité, on investit déjà sans effet de levier dans des entreprises qui n'ont pas de dette, qui sont rentables, qui ont de la croissance, qui diluent pas leurs actionnaires, qui ont des bonnes marges, qui sont à des valorisations correctes. Et même si c'est pas 100% du travail, je pense qu'en faisant ça, on a déjà fait le plus important. Et puis pour terminer cette vidéo, je rappelle que si vous voulez utiliser Graham et rejoindre ma communauté privée, vous avez le lien dans la description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!